bien, merci beaucoup de m'avoir invité à participer. Et donc, on va parler de modélisation des données spatiales hétérogènes et de leur application en santé. Alors, modélisation des données spatiales hétérogènes, eh bien, qu'est-ce que c'est que des données spatiales? Et pour savoir ce que c'est que des données spatiales, eh bien, il faut définir ce qu'est la statistique spatiale qui étudie ces phénomènes. Alors, je vous ai donné en référence un livre paru en 2008 chez Springer, qui, en citation, définit la statistique spatiale comme le domaine des statistiques qui étudie les phénomènes dont l'observation est un processus aléatoire X, indexé par un ensemble spatial S. Ces processus aléatoires peuvent être de nature extrêmement différente et regrouper des classes de données très hétérogènes et en général assez complexes. Rien que sur la définition de ce qu'est un ensemble spatial et des sites d'observation qui l'accompagnent, eh bien, ces sites d'observation en eux-mêmes peuvent être fixes dans la région d'étude, mais ils peuvent être aléatoires. L'ensemble spatial S, la région d'étude en épidémiologie, peut être unidimensionnel, par exemple en chromatographie ou en agronomie dans l'analyse des cultures en ligne. Il peut être bidimensionnel, comme on voit la plupart du temps en épidémiologie, où on va s'intéresser à une région particulière géographique en définissant une longitude et une latitude. Et puis éventuellement, si on s'intéresse à un ensemble spatial tridimensionnel, on pourra rajouter l'altitude. Et puis, on peut également, en imaginant 3D, avoir affaire à un ensemble spatial en 3 dimensions. Et puis, il y a également des domaines de la statistique spatiale pour lesquels l'ensemble spatial, notamment dans la modélisation numérique, peut avoir plus de 3 dimensions. À cet ensemble spatial, à ces dimensions spatiales, on peut également ajouter, lorsque cela est pertinent, une dimension temporelle, comme par exemple dans l'IRM fonctionnel. Les espaces d'état définissent la nature de la variable aléatoire qui est recueillie, X. Et cette nature peut être quantitative continue, du dénombrement, un booléen, mais c'est également pas forcément un réel. Donc on peut avoir à la fois des données très hétérogènes sur le plan de l'ensemble spatial, mais également sur leur nature. On distingue 3 grandes classes de données spatiales, que sont les données géostatistiques, les données ponctuelles et les données laticielles. Alors je vais les détailler les unes après les autres et je vais à chaque fois commencer par les définir, poser les grandes questions d'intérêt associées à ce type de données et donner un exemple. La première grande classe de données, c'est donc les données géostatistiques, qui sont caractérisées par le fait que les sites d'observation de ces données sont fixés et déterministes. Ces observations sont réparties dans la zone d'étude, dans l'ensemble spatial S, de façon régulière ou pas. La variable aléatoire recueillie est un réel, et pour donner un exemple concret, de données géostatistiques, on peut citer la prospection minière. Si on s'intéresse par exemple à définir le meilleur endroit pour construire une mine, eh bien on va, dans la région d'intérêt, définir un certain nombre d'endroits fixes où on va prendre une mesure ponctuelle, par un carottage par exemple, qui va donner une mesure d'intérêt, la concentration du métal qu'on veut extraire, et on va essayer de reconstruire l'ensemble des valeurs, des concentrations de métal sur l'ensemble de la région d'étude à partir des quelques sites d'observation. Un autre exemple, ça va être la surveillance en santé importante, la surveillance aérobiologique, météorologique et surveillance de la radioactivité. En ville, on voit des stations de surveillance de la qualité de l'air qui permettent d'avoir des mesures ponctuelles à des endroits fixes de pollution atmosphérique. Et pour obtenir des mesures d'exposition sur l'ensemble de la ville, il va falloir utiliser des méthodes d'analyse statistique particulières adaptées à ces types de données géostatistiques. Et les questions d'intérêt, donc c'est en premier la modélisation des variations de ces mesures
que ce soit à petite ou à grande échelle, et surtout en application la prédiction et la reconstruction des valeurs non observées à partir des quelques données que l'on a sur les sites d'observation. Pour passer à un exemple concret, donc vous étonnez pas si c'est en anglais, j'ai basé mes exemples sur des analyses faites avec le logiciel R, et à chaque fois que cela était possible, j'ai utilisé des jeux de données disponibles, donc librement, directement sur le logiciel R. Et donc ici, j'ai utilisé le jeu de données appelé Meuse, disponible avec la librairie SP, et vous avez là, en explication, la copie de la page d'aide associée à ce jeu de données. Donc ce jeu de données appelé Meuse, il s'intéresse, il fournit des observations qui sont la localisation et la concentration en surface d'un certain nombre de métaux lourds. Ces localisations et ces concentrations ont été mesurées le long de la rivière Meuse, et il s'agit bien de mesures ponctuelles. À chacune il y a un peu plus d'une centaine de mesures fixées, et à chacune de ces sites de mesure, l'analyse de la concentration du sol est faite sur un endroit du sol qui mesure 15 mètres par 15 mètres. Donc on a réellement une mesure ponctuelle avec a priori aucune connaissance de la valeur de la concentration en dehors de ces sites de mesure. Donc l'objectif sera, à partir de ces quelques mesures ici sur la carte de gauche obtenues sur les sites d'observation, d'aller prédire, reconstruire les concentrations, et ici sur un type de métal donné en exemple, le zinc, sur l'ensemble de la région d'étude. Ici, on définit de façon totalement arbitraire les sites de prédiction que l'on peut choisir suivant, limité uniquement par la capacité de calcul de votre ordinateur. On peut choisir quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de sites de prédiction. Les méthodes utilisées sont des méthodes de crigeage, dont le principe est d'interpoler ou d'estimer des valeurs non observées à partir de valeurs observées. Pour cela, on va passer par la construction d'un variogramme qui est la représentation de la semi-variance des valeurs observées en fonction de la distance des sites d'observation, en partant de l'hypothèse que la nature est tout de même un peu prévisible et qu'on peut estimer qu'en moyenne, les valeurs de points rapprochés se ressembleront plus, seront moins variables que les valeurs obtenues sur des points très éloignés. Et à partir de là, eh bien, on peut obtenir ces valeurs prédites et reconstruire l'ensemble de la concentration, ici en zinc, sur la région d'étude. Donc il s'agit bien de valeurs prédites. Deuxième grande classe de données, ce sont les données ponctuelles. Contrairement aux données géostatistiques, les sites d'observation des données ponctuelles ne sont pas fixes et pas déterminés, ils sont aléatoires, à la fois en nombre et sur leur localisation. Les données ponctuelles, on les appelle des processus ponctuels spatiaux. Un processus ponctuel spatial peut être marqué si pour chacun des sites d'observation, on recueille, en plus de sa localisation, qui est aléatoire, une mesure d'intérêt. Par exemple, en foresterie, on pourra étudier la localisation des arbres dans une forêt naturelle, et si en plus on s'intéresse à la répartition spatiale des différentes essences d'arbres, eh bien on a un processus ponctuel spatial marqué. En géomarketing, on pourra s'intéresser à la localisation d'entreprises, mais également comme données supplémentaires au type de services ou de biens qu'elles fournissent. En sismologie, on pourra s'intéresser à la localisation des secousses sismiques associées à leur intensité. Et en épidémiologie, on pourra s'intéresser à la localisation des patients via leur adresse. Et on pourra recueillir des caractéristiques démographiques ou un état de santé. L'analyse, la question d'intérêt sur les processus ponctuels spatiaux, c'est la question de la répartition spatiale de ces points. Il y a trois classes de répartition spatiale. Tout d'abord, la répartition spatiale régulière, où
chacun des sites d'observation a un effet de voisinage sur les sites d'observation adjacents à type de répulsion. Comme exemple, on peut citer en agronomie la localisation de la présence d'une plante particulière qui aura un effet de voisinage à type de répulsion ou d'inhibition sur la croissance des plantes aux alentours. Ou en sociologie, on peut, de façon assez classique, citer l'exemple du remplissage d'une salle d'attente chez un médecin, ou de l'occupation spéciale des usagers des transports publics. Alors typiquement, quand les gens rentrent dans un bus, avant de commencer à remplir les sièges adjacents, ils vont remplir de façon régulière l'ensemble des sièges disponibles dans le bus. Deuxième type de répartition spatiale, c'est la répartition spatiale dite complètement aléatoire, qui est un processus de Poisson homogène où il n'a aucun effet de voisinage, ni à type de répulsion, ni à type d'attraction. Cette répartition spatiale complètement aléatoire est souvent utilisée comme hypothèse nulle dans les tests d'inférence. Là, à droite, le dernier type de répartition spatiale, la répartition spatiale de type agrégé, est obtenue s'il y a un effet de voisinage, cette fois-ci à type d'attraction, et elle traduit l'existence d'un processus de Poisson inhomogène. Cette répartition spatiale agrégée peut être soit globale et concerner l'ensemble de la région d'étude, soit locale et concerner quelques agrégats à des endroits particuliers de la région d'étude. Cette répartition spatiale agrégée est souvent celle que l'on cherche à détecter, à mettre en évidence en épidémiologie. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de la définition des processus de Poisson. Un processus de Poisson homogène est stationnaire, c'est-à-dire invariant par translation dans l'espace. Il est également isotrope, c'est-à-dire invariant par rotation dans l'espace. Et il est d'intensité lambda, qui est une constante. Comme définition, on peut dire que pour tout sous-ensemble B de l'ensemble spatial A, le nombre d'individus, de cas ou de points NB suit une loi de Poisson de paramètres lambda fois la surface de B. Comme corollaire, pour tout sous-ensemble B et C disjoints, le nombre de cas, individus, points dans B et C sont deux variables indépendantes. Pour un processus de Poisson inhomogène, lambda n'est plus une constante, mais est une variable indexée dans l'espace. Et pour tout sous-ensemble B dans l'ensemble spatial A, le nombre de points ou de cas dans B va suivre une loi de Poisson de paramètres lambda qui va dépendre à la fois de la localisation et de la surface du sous-ensemble B. Et de même, pour tout sous-ensemble B et C disjoints, eh bien NB et NC seront deux variables indépendantes. On va illustrer ça sur un jeu de données aussi disponible dans R, mais cette fois-ci sur la librairie GStat, qui sont les données de Shorley et Ribble. Ces données représentent la localisation de cas de cancer du larynx, aussi au nombre de 58, et de cas de cancer du poumon, au nombre de 978, qui sont survenus entre 1974 et 1983. On a également représenté, marqué sur la carte, la localisation d'un incinérateur désaffecté. La question posée sur ce jeu de données était la suivante. Après la prise en compte de la variation spatiale de la population à risque, dont on ne dispose pas ici, mais que l'on approche par la localisation spatiale des cancers du poumon, existe-t-il une augmentation de l'incidence des cancers du larynx près de l'incinérateur? Alors, l'analyse complète de ce jeu de données a été publiée en 1990 par Monsieur Deagle, que tous ceux qui connaissent un petit peu le domaine vont très facilement reconnaître le nom. J'ai représenté ici uniquement une analyse descriptive, il n'y a pas du tout d'inférence. On voit ici en haut à gauche la densité
de cancer du larynx. La carte voisine représente la densité de cancer du poumon, et puis en dessous, eh bien, on observe la densité relative des cas de cancer du larynx par rapport au cancer du poumon. Et on voit que cette répartition n'est pas du tout homogène et correspond à la conclusion que Deagle donne dans son article, qui est que d'un point de vue statistique, effectivement, il y aurait une élévation de l'incidence de cancer du larynx. Alors, il donne une conclusion dans son analyse qui est valable pas uniquement dans les statistiques spatiales, mais pour les statistiques en général, qui est qu'il faut très largement modérer ce résultat statistique, qu'on peut appeler une alerte statistique, par le fait que dans ce cas particulier de ces données de Shirley et Ribble, la question est venue après les données. C'est-à-dire que c'est en voyant les données qu'on s'est posé la question d'une élévation du risque autour de l'incinérateur. En général, lorsque la question arrive après les données, c'est la meilleure façon de voir ce qu'on a envie de voir. Et la meilleure façon de procéder est plutôt de faire le chemin inverse et de faire précéder la question des données. Le troisième groupe, troisième classe de données spatiales, ce sont les données laticielles. Je vous les présente en dernier pour deux raisons. La première, c'est que on va y passer un petit peu plus de temps. Et la deuxième, c'est que ce sont les données les plus fréquentes utilisées en épidémiologie et dans le domaine de la santé. Et donc, si doit vous rester quelque chose, autant que ce soit ça. Ces données laticielles, elles ont pour caractéristique que les sites d'observation sont, comme pour les données géostatistiques, fixés et déterministes. Par contre, ce ne sont pas des mesures ponctuelles, ce sont des mesures agrégées sur des unités spatiales qui constituent une partition de l'ensemble spatial S. Comme exemple, l'imagerie médicale, ce sont des données laticielles où chaque unité spatiale est un pixel. En épidémiologie, en général, on va considérer une zone géographique où l'unité spatiale sera issue d'un découpage, la plupart du temps administratif, comme des communes ou des codes postaux. Les questions d'intérêt sont le développement et la validation des modèles explicatifs, l'analyse de la corrélation spatiale, et en imagerie, la restauration d'images, mais il y a d'autres questions en imagerie. Je vais passer un petit peu de temps à détailler une problématique un peu particulière spécifique au système d'information géographique en santé et en épidémiologie en particulier. En épidémiologie, la plupart du temps, les données sous-jacentes aux données utilisées, qui sont des données laticielles, sont des données de type ponctuel. On a ici des localisations de cas, la localisation de la population à risque, et au final, un processus ponctuel spatial marqué. Il est beaucoup plus fréquent d'avoir à disposition, non pas directement ces données ponctuelles, mais des données groupées ou laticielles. En France en particulier, c'est le cas, principalement pour des questions de réglementation. Les systèmes de surveillance en France qui recueillent donc des données de façon prospective et continue, du fait de la protection des personnes, doivent anonymiser leurs données à partir du moment où ils sortent d'une période prédéfinie de consolidation des données. Et anonymiser les données, eh bien, ça veut dire supprimer l'adresse précise et la localisation des individus. Et cette localisation ne se fera plus que sur un niveau d'agrégation plus importante qui va être un découpage administratif. Donc ce sont des données laticielles qui vont être du dénombrement sur des unités spatiales, mais il faut bien garder à l'esprit que les données sous-jacentes sont issues d'un processus ponctuel et que le passage du fait du système d'information géographique à des données laticielles implique obligatoirement une perte d'information et donc une perte de performance dans l'analyse. Contrairement à des données d'imagerie où, par nature, ces données sont laticielles. Un exemple ici,
l'étude de la répartition spatiale des malformations congénitales en Auvergne. Donc ici, on s'intéresse à toutes les malformations confondues, hors anomalies chromosomiques et syndrome pléiotropique acaryotype normal. Une information qui n'est pas sur cette diapo mais qui est sur la suivante, c'est qu'il s'agit du cumul de cas entre 1999 et 2006. Donc représenté à gauche, on a les cas observés et à droite les cas attendus qui sont calculés à partir du nombre de cas observés, de la taille de la population à risque et de la formulation de l'hypothèse nulle, qui sera ici l'existence d'un processus de poisson homogène avec une intensité lambda constante sur l'ensemble de la région d'étude. On représente ici le rapport des cas observés sur les cas attendus, et la question d'intérêt sera de savoir, existe-t-il une ou des zones particulières pour lesquelles il y a un surrisque de malformation congénitale par rapport à l'ensemble de la région d'étude. C'est-à-dire, y a-t-il des agrégats ou des clusters? Et à droite est représenté un résultat très résumé d'une méthode d'analyse, qui est le scan spatio-temporel de Kulldorff, où on voit ici que le seul agrégat significatif que ressort la méthode est un gros agrégat qui représente l'ensemble du Puy-de-Dôme. Alors c'est pas indiqué sur le graphique, mais cet agrégat est repéré de façon temporelle entre 1999 et 2006, donc il prend l'ensemble de la période d'étude. Je vous ai donné ce résultat simplement pour insister sur le fait qu'une alerte statistique n'est pas forcément une alerte épidémiologique, puisqu'ici il n'y a pas vraiment de surrisque de malformation congénitale dans l'ensemble du Puy-de-Dôme, c'est simplement le reflet du fait que ces données sont recueillies par un registre des malformations congénitales situé dans le Puy-de-Dôme et que l'exhaustivité des cas est meilleure dans le Puy-de-Dôme que dans les autres départements de l'Auvergne. D'où la détection d'un agrégat qui est dédié uniquement au recueil des données. Alors je vais, en dehors de l'exemple, vous faire une description rapide des différentes méthodes statistiques appliquées à ces données laticielles. Tout d'abord en commençant par les statistiques descriptives, qui tournent autour de la cartographie de risque, disease mapping, en vous donnant l'exemple ici, un exemple publié d'un article dans l'International Journal of Health Geographics, journal que je vous conseille de lire si vous voulez vous cultiver sur le domaine. On va trouver en disease mapping deux types de cartes, les cartes à gauche choroplètes et les cartes à droite isoplètes. Les cartes choroplètes, c'est exactement ce que vous avez eu comme exemple avec les malformations congénitales, vont représenter via un code couleur la valeur de la mesure d'intérêt dans chacune des unités spatiales de la région. La carte à gauche, ici, la carte isoplète, est obtenue par des méthodes de crigeage qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour les données géostatistiques et qui donnent les mêmes types de cartes, mais avec un piège dans lequel on tombe très facilement, et j'espère qu'à l'issue de la présentation, vous ne ferez pas partie des gens qui tombent dans le piège. C'est que les données utilisées dans ces méthodes de crigeage ne sont pas des données géostatistiques. Ce que fait la méthode de crigeage pour obtenir cette carte-là, ce que fait le statisticien, c'est qu'il va considérer la mesure agrégée prise sur l'unité spatiale comme étant une mesure ponctuelle, ce qu'elle n'est pas. Il va lui attribuer une localisation, en général le centre géométrique de l'unité spatiale, et considérer donc l'ensemble des centres géométriques de toutes les unités spatiales comme des mesures ponctuelles entre lesquelles on ne connaît pas la valeur de la statistique, ce qui est faux. Et il va utiliser la méthode de crigeage pour obtenir une carte isoplète. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une aide visuelle, donc il s'agit de la description, qui permet d'essayer de se faire une idée, de décrire les différentes zones à risque en se détachant, en se passant du découpage administratif qui est artificiel et qui en général n'a pas grand-chose à voir avec la pathologie.
L'erreur d'interprétation que les gens font souvent, c'est de considérer qu'à partir de cette carte, je peux me poser sur n'importe quel point de la région et en déduire la valeur de la statistique d'intérêt. Ce qui est une erreur grave, c'est absolument faux. Il s'agit purement d'une méthode descriptive. Les petites définitions que je vous ai rajoutées, une carte choroplète et une carte isoplète. Après les statistiques descriptives, on passe aux statistiques inférentielles. Il y a différentes branches de statistiques inférentielles. Donc ces statistiques inférentielles ont pour objectif d'étudier l'agrégation, l'existence d'une répartition spatiale sous forme agrégée. On va distinguer deux grandes branches. La première, les tests ciblés, focus tests, et la deuxième, les tests généraux, general tests. Les tests ciblés au focus test ont pour objectif d'étudier l'agrégation autour d'un point de source prédéfini. Par exemple, l'usine d'incinération. Existe-t-il un agrégat autour de l'usine d'incinération? Les tests généraux vont étudier l'agrégation au sein de la région d'étude, sans poser d'hypothèse en termes de points de source prédéfinis. Dans ces tests généraux, on va distinguer deux branches. D'une part, les tests locaux et d'une part, les tests globaux. Les tests globaux vont chercher à détecter la présence d'une agrégation de façon globale et les tests locaux vont chercher à détecter une agrégation locale, ce qui implique deux résultats demandés à la méthode. Le premier résultat qui est la localisation des agrégats potentiels et le deuxième qui est l'inférence statistique en elle-même, c'est-à-dire la portée statistique. Je vais uniquement vous donner les principes de deux méthodes, un test global et un test local. Je vais laisser de côté les tests ciblés. Donc la première méthode, un test global, qui est le test statistique I de Moran, qui est un test d'autocorrélation spatiale. Donc il a pour objectif de repérer, de reconnaître l'existence d'une agrégation spatiale de façon globale. Le principe de cette méthode, de cette statistique, c'est d'aller comparer les unités spatiales 2 à 2 pour l'ensemble de paires possibles sur la région d'étude. On va comparer dans chacune des unités spatiales la proportion de cas au sein de l'unité spatiale par rapport à la proportion de cas sur l'ensemble de la région d'étude. Donc quand on a une paire d'unités spatiales, si la première a une proportion de cas supérieure à celle observée dans la région d'étude, eh bien la différence entre les deux donne une quantité positive. Si la deuxième a également une proportion de cas supérieure à celle de la région d'étude, on a également une quantité positive. Le produit des deux sur la formule donne une quantité positive. Et cette paire d'unités spatiales va contribuer à augmenter la valeur de la statistique I. Ce sera également le cas si cette paire d'unités spatiales se ressemblent, dans le sens où, dans les deux cas, la proportion de cas sera inférieure à la proportion globale sur la région d'étude. Si ces deux unités spatiales sont différentes, dans le sens où l'une présente une proportion de cas supérieure à la proportion globale et l'autre présentera une proportion de cas inférieure à la proportion globale, eh bien, le produit de ces deux différences sera négatif et viendra diminuer la statistique I. Évidemment, tout cela sera pondéré par une matrice de proximité, puisque on comprend bien que, du point de vue de l'analyse de l'agrégation, l'information apportée par la ressemblance entre une paire d'unités spatiales très proches sera plus intéressante que l'information apportée par la ressemblance ou au contraire la différence entre deux unités spatiales très éloignées. Donc au total, plus la statistique I sera grande et positive, plus cela signera une répartition spatiale sous forme agrégée. Plus elle sera faible et négative, plus on aura une répartition spatiale de type régulière. Et si elle est égale à 0, eh bien la répartition spatiale est aléatoire et homogène. L'inférence est faite
par méthode de Monte-Carlo, comme pour beaucoup de statistiques inférentielles en statistique spatiale, puisque on ne connaît pas la distribution de la statistique I sous l'hypothèse nulle. La deuxième branche de statistique inférentielle, qui sont celles des tests locaux, comprend beaucoup de tests, et je peux vous présenter un type de méthode particulière, qui sont les statistiques de balayage, qui ont été en premier développées par OpenShow avec sa Geographical Analysis Machine en 87, et ensuite, M. Kulldorff a présenté le Spatial Scan statistique en 97, et c'est sans doute le test local le plus utilisé aujourd'hui. Donc l'objectif de cette méthode est de trouver un agrégat potentiel. Et par le trouver, j'entends là le localiser au sein de la région d'étude. Et à partir de la statistique associée à cet agrégat potentiel, de faire un test d'inférence, c'est-à-dire de lui donner une portée statistique. Donc il s'agit d'une méthode de balayage. La première étape du test est de construire la collection de l'ensemble des agrégats potentiels sur la région d'étude. Pour cela, on va définir comme fenêtre ou comme agrégat potentiel un cercle. Pourquoi un cercle? Parce qu'on n'a besoin que de 2 informations pour un cercle, le centre et le rayon. Et on pourra construire la collection de tous les agrégats potentiels en faisant passer successivement le centre de ce cercle sur toutes les unités spatiales de la région d'étude. Et on prendra toutes les tailles possibles d'agrégats en faisant varier à chaque fois le rayon de ce cercle. Et une fois qu'on a la collection de tous les agrégats potentiels, on va calculer une statistique pour chacun de ces agrégats qui est une vraisemblance, qui peut se décomposer en 2 parties. La première partie étant la vraisemblance d'avoir observé le nombre de cas dans la région d'étude, et la deuxième partie étant la vraisemblance de les avoir observés là où on les a observés, à l'intérieur et à l'extérieur de l'agrégat potentiel. Une fois qu'on a la vraisemblance, on va classer l'ensemble de la collection des agrégats potentiels en fonction de leur vraisemblance. On prendra l'agrégat le plus vraisemblable et on fera l'inférence dessus, également par méthode de Monte-Carlo. Alors, en conclusion, la statistique spatiale, c'est un domaine en développement rapide. Il n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est encore quelque chose en développement rapide aujourd'hui, qui intéresse un nombre très important et encore grandissant de domaines d'application, particulièrement en santé. Ça va de la diagnostic, de la thérapeutique, via l'imagerie, via les analyses biomédicales. Également en médecine légale, lorsqu'il s'agit par exemple de déterminer si 2 jeux d'empreintes digitales appartiennent à la même personne, mais également en veille sanitaire, et dans d'autres, ces domaines sont sûrement pas exhaustifs. Ces données spatiales sont des structures complexes et qui constituent des classes très hétérogènes, qui sont donc associées à des objectifs et à des méthodes d'analyse très variées, qui peuvent aller de l'analyse de l'agrégation spatiale des cas, des analyses écologiques, à la modélisation spatiale des maladies infectieuses qu'on associe avec d'autres méthodes, mais également à tout un tas d'autres domaines objectifs. Alors je vais terminer en disant que en rappelant, comme je viens de le dire, que c'est un domaine de recherche en développement. Donc, à bon entendeur, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a de quoi faire. Merci.